Imagine, t'es en vacances, seul, un hôtel 4 étoiles quelque part aux États-Unis. Genre banlieue tranquille avec des palmiers en plastique devant l'entrée. Piscine chauffée, spa, bar au rez-de-chaussée qui sent le mojito et la climatisation trop forte. T'as 28 ans, t'es célibataire depuis 6 mois, après une rupture de merde et franchement, tu te dis que ce séjour de 1 semaine, c'est exactement ce qu'il te faut pour décompresser. Oublier ton ex, oublier ton taf relou, juste respirer. C'est ce qu'Aria se dit en tout cas. Elle arrive un vendredi après-midi, valise à roulettes qui couine sur le marbre du hall. Check-in rapide avec une réceptionniste qui sourit trop. Chambre au 5e étage avec vue sur le parking et une autoroute au loin. Pas ouf, mais bon. Il y a un lit king size, une télé plate et une salle de bain avec des petits savons emballés. Ça lui va. Elle balance sa valise sur le lit, enfile son maillot de bain noir, celui qui lui va bien, et elle descend direct à la piscine. Ascenseur qui sent le désodorisant vanille. Couloir beige interminable. Porte vitrée qui donne sur l'extérieur. Et là, elle voit la piscine. Ambiance calme, eau turquoise, chaise longue en plastique blanc. Parasol fermé parce qu'il fait déjà presque nuit. Il y a genre 4 personnes max, une famille avec 2 gosses qui gueulent et éclaboussent tout le monde. Un vieux couple qui bouquine sous un parasol, et puis il y a lui. Un mec, la trentaine, peut-être un peu plus. Cheveux noirs, bien coiffés en arrière, barbe taillée au millimètre. T-shirt blanc moulant qui laisse deviner des bras musclés. Il est assis sur une chaise longue, lunettes de soleil aviator vissées sur le nez. Un bouquin à la main. Mais Aria le sent direct. Ce gars il lit pas, il la mate. Au début elle se dit que c'est dans sa tête. Genre t'es parano Aria, calme-toi, tous les mecs te regardent pas. Mais non, à chaque fois qu'elle bouge, qu'elle plonge dans l'eau, qu'elle nage quelques longueurs, qu'elle se retourne pour attraper sa serviette, elle le voit du coin de l'œil. Le regard, insistant, pas discret pour 2 ronds. Elle sort de l'eau, s'allonge sur une chaise longue, met ses écouteurs. Playlist Spotify, volume à fond. Elle ferme les yeux, essaye d'ignorer, mais elle le sent. Ce regard collé sur elle comme une main poisseuse. Bon, elle reste 1 heure, bronzette un peu même si le soleil se couche. Puis elle remonte dans sa chambre, douche chaude, peignoir moelleux. Netflix sur l'écran géant. Elle commande un burger en room service. Elle scrolle sur Instagram, répond à quelques messages, normal quoi. Sauf que vers 21 h, on frappe à sa porte. Aria fronce les sourcils, pose son téléphone et va ouvrir. Un employé de l'hôtel, jeune, 20 ans max, cheveux gominés, sourire gêné, lui tend un plateau en argent. « Mademoiselle, un cocktail pour vous. » Sur le plateau, un mojito. Parfait, menthe fraîche qui dépasse du verre, glaçon qui scintille. Petite ombrelle ridicule plantée dedans, tranche de citron vert sur le bord. Ça a l'air bon franchement. Et à côté, un petit papier plié en 2. Aria fronce les sourcils. Je l'ai pas commandé. L'employé hausse les épaules, mal à l'aise. C'est offert par un client de l'hôtel, chambre 512. Il repart sans rien ajouter. Aria reste plantée là, plateau à la main, la porte encore ouverte. 512, 5e étage, comme elle. Elle referme, pose le plateau sur le bureau, déplie le papier. Une écriture manuscrite, un peu penchée, appliquée. J'espère que tu aimes le mojito. Appelle-moi si t'as envie de discuter. James. En dessous, un numéro de téléphone. Elle souffle, un demi-sourire aux lèvres malgré elle. Franchement, c'est cliché, vraiment cliché. Genre film romantique bas de gamme avec Hugh Grant. Mais en même temps, c'est mignon, non? Le gars a eu les couilles de lui envoyer un verre. Ça change des mecs sur Tinder qui ghostent après 2 messages ou qui envoient des photos de leur aubergine à 2 h du mat. Elle prend une gorgée, et c'est bon, c'est vraiment bon. Elle hésite, regarde le numéro, se dit que c'est débile. Puis elle se dit, allez, pourquoi pas. T'es en vacances, t'es célibataire, ça coûte rien de répondre. Elle envoie un texto. Merci pour le mojito, c'est un peu old school mais ça marche. Réponse immédiate, genre 3 secondes chrono. Old school, c'est mon truc. T'es libre ce soir? Y a un resto italien en ville à 10 minutes. Je t'invite si tu veux. Aria mord sa lèvre. Elle réfléchit 3 secondes, puis elle tape. Ok, 21 h 30, je te rejoins en bas. Elle envoie, range son téléphone, se regarde dans le miroir. Elle se dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire là Aria? Mais bon, elle enfile une robe blanche, un peu de maquillage, ses baskets blanches parce que, allez, les talons, c'est bon, ça fait mal aux pieds. Et elle est prête. James l'attend devant l'hôtel, adossé à une BMW noire, chemise blanche impeccable, jean sombre, parfum discret. Quelque chose de boisé, agréable. Il a un petit sourire charmeur, dents blanches, poignée de main ferme mais pas écrasante. James? Ouais, salut. Toi c'est comment? C'est Aria. Il ouvre la portière côté passager, attend quelques minutes, la referme doucement. Gentleman à fond. Elle se dit que bon, pour l'instant, ça va.
Trajet de 10 minutes, musique jazz en fond. Il conduit bien, pas comme un taré. Il pose des questions. Alors, c'est ta première fois dans le coin? Ouais, juste une semaine, besoin de souffler un petit peu. Je comprends, moi aussi, boulot de merde, tu vois. Elle hoche la tête, ils arrivent au resto. Petit italien typique. Lumière tamisée, nappe à carreaux rouge et blanc, odeur de basilic et d'ail. Il s'installe, James tire sa chaise, commande une bouteille de vin rouge. Il parle de tout, boulot, voyage, série préférée. Arya rit, vraiment. Ce mec, il est drôle, cultivé, il raconte une anecdote sur un voyage raté en Thaïlande où il s'est fait arnaquer par un tuk-tuk. Elle raconte son stage de merde à 22 ans où elle devait faire le café pour tout le monde. Il écoute quand elle parle, pose des questions, pas le genre relou qui monopolise la conversation en parlant de sa start-up ou de sa Rolex. Franchement, elle passe un bon moment. Jusqu'à ce qu'elle remarque un truc. À chaque fois qu'elle mentionne un détail personnel, par exemple son ancien appart à Brooklyn, sa ville natale dans le Massachusetts, son ex qui s'appelle Steven, James hoche la tête, genre comme s'il savait déjà, comme s'il avait bien fait ses devoirs. Bon, à ce moment-là, elle se dit qu'elle délire, qu'elle est totalement parano, puis elle teste. J'adore les sushis, j'en mange au moins 2 fois par semaine. James sourit, prend une gorgée de vin. Ouais, je sais, il y a un excellent resto japonais près de chez toi, non? Le Sakuratori? Arya se fige, verre à mi-chemin de sa bouche. Comment tu sais où j'habite? Il rit. C'est léger, c'est un petit peu trop léger. Ah, t'inquiète, tu l'as dit tout à l'heure. Non, elle l'a pas dit, elle est sûre. Elle a dit juste Brooklyn, elle a pas dit l'adresse, pas le quartier précis. Elle pose son verre, le malaise s'installe comme une nappe de brouillard froid. Non, je l'ai vraiment pas dit. James fronce les sourcils, sourire qui vacille. Ah si, enfin, je crois. Ou alors j'ai deviné. Il y a plein de Sakuratori à New York. Arya regarde l'heure sur son téléphone, 22h45. Elle pose sa serviette sur la table. Bon, c'était sympa, mais je vais rentrer. Je suis fatigué du voyage. James fronce les sourcils, plus aucun sourire. Ah ouais? Déjà? On vient à peine de finir le plat. J'ai commandé un tiramisu. Ouais, je suis désolé, une autre fois peut-être. Elle se lève, lui aussi, trop vite. Sa chaise racle le sol. Je te ramène. Non, ça va, je vais prendre un Uber. Aria, j'insiste. Le ton change, plus sec, plus possessif, comme s'il lui donnait un ordre. Elle sourit, mal à l'aise, sort du resto sans le regarder. Air frais sur son visage, elle respire. Elle sort son téléphone, commande un Uber, 5 minutes d'attente. James la suit dehors. T'es sérieuse là? Tu te casses comme ça? James, c'était cool mais je suis crevé. On se voit demain si tu veux. Il s'approche, trop près. Elle sent son parfum, maintenant étouffant. Tu te fous de ma gueule? Je t'invite, je te paye un resto et tu me plantes comme une merde? Arya recule d'un pas. Mais calme-toi. Me dis pas de me calmer, ok? Les gens autour se retournent. Un couple qui sort du resto les regarde, gêné. Arya sent son cœur accélérer. Ses mains deviennent moites. L'Uber arrive, une Prius grise. Elle monte dedans, claque la portière. James frappe sur la vitre. Fort. Tu vas le regretter! La voiture démarre. Arya respire, main tremblante sur ses genoux. Le chauffeur, un type dans la cinquantaine, la regarde dans le rétro. Ça va, mademoiselle? Elle hoche la tête. Mais non, ça va pas du tout. Arya monte direct dans sa chambre, couloir désert. Elle rentre, verrouille la porte, chaîne de sécurité, et elle vérifie 2 fois. Elle s'assoit sur le lit, sort son téléphone, envoie un message à sa meilleure amie, Lisa. Je crois que je viens de me faire stalker par un taré. Je te raconte ça demain. Lisa répond direct. Hein? Comment ça? T'es où? T'es en sécurité? Ouais, je suis dans ma chambre, porte fermée, ça devrait aller. Appelle la sécurité si besoin, sérieux. Arya range son téléphone, se couche tout habillée. Elle essaye de dormir, mais c'est impossible. Son cerveau tourne en boucle, le regard de James à la piscine, le mojito, le resto. Ouais, je sais. Comment il savait pour le Sakuratori? Comment il savait où elle habitait? Elle se lève, va sur Instagram, tape James dans la barre de recherche. Y a rien. Enfin, en tout cas, sans nom de famille, elle trouve rien. Y a des James, y en a des milliers. Puis elle reçoit enfin un message. Numéro inconnu. T'aurais pas dû me faire ça, Arya. Son sang se glace, elle bloque le numéro. 2 minutes plus tard, nouveau message, autre numéro. Je sais où tu dors, n'oublie pas. Elle se lève d'un bond et va vérifier la porte. Elle est bien fermée, la chaîne est en place, elle regarde par l'œilleton. Le couloir est vide. Elle appelle la réception, main tremblante. Accueil de l'hôtel. Bonsoir. Bonsoir, j'ai un problème. Un client me harcèle. Je suis dans la chambre 507. Est-ce que vous pouvez venir? Chambre 507? Un instant. Là, il y a un petit silence et enfin un bruit de clavier. Je vais prévenir la sécurité immédiatement, mademoiselle. Restez dans votre chambre.
Elle raccroche, elle attend, assise sur le lit, genoux contre la poitrine. 10 minutes, 20 minutes, puis elle entend des pas dans le couloir. Des pas lourds qui s'approchent, qui ralentissent, qui s'arrêtent devant sa porte. Quelqu'un essaye la poignée. Aria se plaque contre le mur, retient sa respiration. La poignée bouge. Une fois, 2 fois. Puis une voix, douce, trop douce. Aria, ouvre. Je veux juste parler. Elle dit rien, elle ferme les yeux, prie pour qu'il parte. Rien. Il y a un silence pendant 10 secondes, 20 secondes, puis... Bang! Un coup violent contre la porte. Toute la chambre tremble. Bang, bang! Ouvre cette foutue porte! Aria attrape son téléphone, appelle le 911, voix tremblante, à peine audible. Il y a un homme qui essaye de rentrer dans ma chambre. Je suis à l'hôtel X, 5e étage, chambre 507, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un. Bang, bang! La porte tremble, la chaîne de sécurité tient. À peine, le bois commence à craquer. Oui, mademoiselle, ne vous inquiétez pas, une patrouille est en route. Restez bien à l'intérieur de votre chambre. Ne bougez pas. Aria pleure maintenant, dos contre le mur, téléphone contre l'oreille. Elle entend James hurler derrière la porte. Mais tu crois que t'es qui, salope? Tu joues avec moi et après tu te tires? Ah, tu vas payer. Un nouveau coup, plus fort. Le bois craque, la chaîne grince. Puis soudain, une autre voix, grave, autoritaire. Monsieur, reculez tout de suite. Aria colle son oreille à la porte, elle entend des bruits de lutte, des cris, James qui hurle. Mais lâchez-moi! Elle m'a provoqué, cette pute! Il y a des pas, des ordres, puis plus rien. Quelqu'un frappe, doucement cette fois. Mademoiselle, c'est la sécurité de l'hôtel. Vous pouvez ouvrir, c'est bon. Elle hésite, main sur la poignée, puis entrouvre la porte. Chaîne encore en place. Un garde, costaud, quarantaine, uniforme noir, radio à la ceinture. Derrière lui, James, menotté par 2 flics en uniforme, visage rouge, cheveux en bataille, regard fou. Il la fixe, yeux injectés de sang. T'es qu'une pute, Aria! Une pute! Tu vas le regretter! Les flics le traînent vers l'ascenseur. Ses cris résonnent dans le couloir. Le garde se tourne vers elle, voix douce. Ça va aller, mademoiselle. On a tout enregistré sur les caméras de surveillance. Il sera pas relâché de sitôt. Vous voulez qu'on appelle quelqu'un? Aria hoche la tête, mais ses jambes tremblent. Elle se laisse glisser contre le mur, assise par terre, tête entre les genoux. Le garde reste avec elle, va dans le minibar et lui attrape une bouteille d'eau. Elle boit et elle respire. Aria a fait ses valises à 6 h du matin. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a fait son check-out à 7 h. Elle veut juste se casser, oublier, ne plus jamais remettre les pieds ici. En descendant à la réception, elle croise le garde de la veille. Vous partez déjà? Ouais, je peux plus rester ici. Il hoche la tête, compréhensif. Après ça, elle rentre chez elle et décide d'emménager avec Lisa, sa meilleure amie. Elles font donc une colocation. Elle espère juste ne jamais revoir cet homme qui l'a traqué. Et c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Ma foi, du coup, on est sur un stalker apparemment, qui attend quand même. Le mec il s'est dit, j'attends qu'elle soit en vacances pour faire ça. Donc, tu sais. Après, bon, apparemment, elle a l'air d'habiter à Brooklyn, donc il y a un peu de monde autour, forcément. Peut-être que dans un hôtel, il y avait un peu moins de monde, il s'est dit que ce serait une meilleure occasion pour lui. Et puis, il a tenté une démarche un petit peu, tu sais, voir si ça peut passer de lui-même, en mode, est-ce que je peux la dragouiller tranquillement? Puis quand il a vu que ça passait pas, bon bah voilà, hein, t'as capté. Allez, on passe au prochain thread. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce second thread d'horreur, petite intro, je suis Delcor pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et sur la chaîne, je fais principalement des threads d'horreur. Vidéo le mardi et le vendredi à 19 h. Voilà, mais si tu veux pas te prendre la tête, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit pouce bleu et un abonnement, hein, ça aide quand même. Et aujourd'hui, j'ai une petite info pour vous. Bon, vous savez normalement que je suis déjà sur Spotify, vous le saviez. C'est dans toutes les vidéos, il y a un petit jingle pour ça. Et tu peux également m'écouter en podcast audio sur Spotify. Avec un petit 5 étoiles au passage, ça m'aide à être mieux référencé avec l'algorithme. Et maintenant, je suis également dispo sur Deezer. Voilà, pour ceux qui... Parce qu'on me l'a demandé un petit peu, je me suis dit, je vais aller voir pour eux quand même. Je vais essayer de voir, parce qu'il y en a, ils préfèrent cette plateforme, l'autre, voilà. Et voilà, c'est dispo sur Deezer. Je vous mets le lien, normalement, en description. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous faire plaisir. De toute façon, ce sera écrit thread horror by Delcor. Si jamais vous le trouvez pas ou quoi, je pense que vous pouvez le trouver comme ça. Et pour les autres plateformes, genre, n'hésitez pas à me dire, hein, si jamais Apple Podcast et Amazon Music, je suis en cours d'essayer de voir comment faire et tout, mais voilà, je suis en cours, je travaille dessus. Il me casse la tête Apple. Apparemment, il y a du monde qui peut l'utiliser. Il y a des gens qui... Dites-moi si ça vous intéresse vraiment, que je me penche vraiment dessus. Mais c'est compliqué. En plus, moi, j'ai pas d'iPhone, donc les mecs, ils me font chier. Voilà.
Donc ouais, je vais faire ce que je peux. Et j'ai une autre question pour vous. Je suis actuellement en train de travailler sur un format que bon, on a déjà un peu fait, ça date, mais je crois que les vidéos sont plus dispo. Il faudrait que je les remette peut-être. C'est un format confession. Voilà, c'est un format confession, c'est les gens ils confessaient. Par exemple, le gars il faisait des conneries, il achetait des conneries, enfin tu fais des petites crasses à des gens, etc. Des confessions quoi, c'est peut-être pas forcément thread d'horreur ou quoi. Bon, des fois il y en a qui étaient vraiment dans l'horreur, c'était des confessions genre machin j'ai tué nanani. Ou des fois c'est des confessions sur la vie quoi, mais des choses que tu mets sur internet que t'as pas envie de dire à tout le monde quoi, parce que c'est anonyme internet du coup. Et n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, un petit peu de confession. Et si jamais après ça vous plaît et que vous aussi vous avez des choses à raconter, vous pourrez, via une adresse mail que je créerai exactement pour ça, partager vos anecdotes anonymement bien évidemment. Hein, vos confessions, anecdotes, peut-être c'est même pas des confessions, ouais, peut-être c'est que des anecdotes. Par exemple, ouais, j'ai été avec un mec, il était comme ça, nanani, tu vois ce que je veux dire, un petit peu plus peut-être détente que le thread d'horreur quoi. Bon, idée de truc par exemple, j'avais vu ça, hein, donc je pourrais plus créditer parce que je sais plus c'est qui. Mais une meuf qui travaille dans une boutique pour la Saint-Valentin, elle voit un mec arriver le lundi avec une jeune femme et tout, et il lui offre des trucs. Le lundi, elle revoit le même gars le mercredi avec une autre meuf. Tu vois le délire? Le genre d'anecdote un petit peu... Mais après avec du contexte et tout là, parce que là on est vraiment dans... Je vous le fais en deux-deux. Hein. Mais voilà, des petites anecdotes. Imaginons, tu regardes un thread d'horreur, oh, t'es un peu stressé, après c'est une vidéo peut-être un petit peu plus détente. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, ça me ferait plaisir de faire autre chose un petit peu, des fois de temps en temps. Donc, à voir. N'hésitez pas. C'est vous, vous êtes un petit peu les chefs de la chaîne aussi. Hein, parce que moi, je suis la voix. Et vous, vous êtes l'esprit, si je puis dire. On commence avec ce second thread. Ça se passe en 2015 ou 2016. Mila part faire du camping à Mendocino, en Californie, avec son ex-petite amie. À quelques emplacements du leur, il y a une toute petite tente verte. Une tente, une place. Le genre de truc où tu rentres à peine allongé. Franchement juste assez grand pour contenir un corps. Et direct, un truc la marque. L'emplacement est vide. Vraiment vide. Pas de glacière, pas de chaise, pas de lanterne, pas de chaussures posées dehors. Juste cette minuscule tente fermée hermétiquement. Ils ne voient personne autour, rien. Mais bon, ils se disent que c'est peut-être quelqu'un de discret. Un campeur solo, un randonneur minimaliste. Ils n'y prêtent pas plus attention que ça. Ils vont se coucher et quelque part après 22h, ça commence. Des rires. Pas des rires de groupe autour d'un feu, pas des campeurs bourrés qui s'amusent, et clairement pas un animal. Mila sait reconnaître les cris des chouettes rayées et des coyotes. Là, c'est humain. C'est un rire humain. Au début, elle se dit que c'est peut-être une radio ou une enceinte Bluetooth oubliée, un podcast, un truc bizarre. Sauf que ça ne s'arrête pas une seule fois. Toute la nuit jusqu'au lever du soleil, toujours le même ton, toujours le même rythme. Aucune pause, même pas le temps de respirer. C'est trop régulier, trop répétitif pour être une personne en pleine crise ou quelqu'un sous substance. Ça sonne mécanique, comme une boucle audio. Et c'est ça le pire. Parce que si ce n'est pas quelqu'un qui rit vraiment, alors ça veut dire que quelqu'un a enregistré des rires à l'avance. Quelqu'un a décidé de venir dans les bois avec une mini-tente, une place et un enregistrement de rire en boucle pour rester assis dans le noir et écouter ça pendant des heures. Et ça, c'est encore plus dérangeant. Vers 6h30, 7h du matin, quand Mila et son ex se réveillent, les rires continuent toujours. Toujours la même boucle. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils rangent leurs affaires en vitesse, plient la tente et partent sans jamais voir qui ou quoi se trouve à l'intérieur de cette petite tente verte. Et encore aujourd'hui, des années plus tard, Mila n'arrive pas à se sortir cette pensée de la tête. Quelqu'un a volontairement choisi de passer sa nuit comme ça. Une tente, un enregistrement de rire sans fin et le silence total de la forêt tout autour. Alors peut-être qu'il n'y a plus personne dans la tente, hein, parce qu'ils n'ont pas vérifié, mais peut-être pour moi c'est une enceinte Bluetooth quoi, le mec il est là. Après c'est quand même bizarre, après Bluetooth, t'as pas une portée de fou non plus. Ouais, effectivement. Assez bizarre cette anecdote. Allez, prochain thread. Quand Curtis a environ 12 ans, il traîne toujours avec le même petit groupe d'amis. Ted 11 ans, Kelly 10 ans et Meg 12 ans. Ils passent quasiment tout leur temps chez Ted et Kelly qui sont frères et sœurs. Ted lui est un peu obligé de traîner avec eux. La petite sœur de Curtis vient parfois avec eux, elle a 9 ans et elle est amie avec Kelly et elle a tendance à la suivre partout. Ce jour-là, Curtis et Ted se disputent pour son pistolet à billes. Ça tourne mal, l'arme part toute seule et touche la petite sœur de Curtis dans le dos.
Elle se met à pleurer, Curtis paniqué lui fait promettre de ne surtout rien dire à leurs parents. Elle reste assise à l'écart toute la journée pendant que Curtis emmène le reste du groupe dans leur endroit secret. Cet endroit, il l'a découvert avec une autre amie, Hailey, 10 ans. Avec elle, il allait pour fumer des cigarettes quand il séchait l'école. Ok, je me remets toujours pas de cette information, mais bon. Ouais, bref. Mais les autres la détestaient, donc ils ne venaient jamais avec eux. L'endroit, en réalité, c'est juste un espace entre deux clôtures avec des maisons de chaque côté. Mais pour eux, avec tous les arbres, ça ressemble à une mini-forêt. Curtis et Hailey avaient même décoré l'endroit. Une vieille table cassée trouvée dans la rue, des chaises récupérées. Il y avait une petite ouverture au milieu, et tout ça donnait l'impression d'avoir leur propre coin à eux. Ils ne sont là que depuis 10 minutes quand une femme sort de sa maison. Au début, ils pensent que c'est un homme, parce qu'elle est torse nu et ils ne voient que son dos. Mais quand elle se retourne, ils comprennent que c'est une femme. Tout le monde reste figé, silencieux, jusqu'à ce que Meg marche sur une brindille. La femme les repère. Elle commence à hurler des choses incompréhensibles, en criant qu'ils sont dans son jardin. Ce qui est faux, ils sont derrière la clôture. Mais ça suffit à les terrifier. Ils décident de partir et de retourner chez Ted et Kelly. Pour rentrer, ils doivent longer une immense clôture qui sépare le terrain d'un autre voisin. Elle est longue, vraiment longue, et il faut un moment pour la contourner entièrement. Et là, un coup de feu. Il se retourne, la femme a pris une arme et tire au hasard. Elle a l'air complètement hors d'elle, les cheveux en bataille, le regard fou. Curtis la décrit comme une femme qui passe son temps à prendre des substances. Le bruit du tir fait bourdonner les oreilles, tout le monde se met à courir. D'autres coups de feu retentissent derrière eux. Heureusement, elle tient l'arme n'importe comment. Elle vise tellement mal qu'on dirait qu'elle essaye de tirer sur un oiseau. Mais sur le moment, ça n'a rien de drôle. À cause de la longueur de la clôture, la course jusqu'à la maison de Ted et Kelly semble durer une éternité. Cette minute-là paraît plus longue que n'importe quoi que Curtis ait vécu. Par miracle, personne n'est touché. Personne ne parle. Curtis attrape sa petite sœur terrorisée, la tire de la chaise de jardin où elle s'était figée et fait rentrer tout le monde à l'intérieur. La mère de Ted et Kelly a entendu les coups de feu. Elle vient immédiatement les voir et appelle la police. Les policiers arrivent, interrogent Curtis, ses amis et la mère, puis arrêtent la femme pour mise en danger d'enfant. Aujourd'hui, avec du recul, Curtis se dit qu'elle était clairement sous l'emprise de quelque chose de très fort même, et des années ont passé, mais chaque fois qu'il entend un coup de feu, il panique encore. Et c'est comme ça que se termine ce thread, ma foi petit, mais déjà petit. Bon, allez, je suis obligé de le faire, hein. Trigger warning, c'est ma faute, mais je vais le faire. Ne fumez pas. Surtout les enfants là, enfin ne fumez pas, après ça vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre santé, je suis pas votre daron de toute façon, c'est comme ça, c'est une addiction, c'est pas si facile à arrêter, mais surtout là les enfants, moi c'est surtout ça là, ne fumez pas, ça sert à rien. Pareil, il y en a, je suis sûr là ils me regardent, ils sont là, fumette électronique, nanani, ça sert à rien, je vous le dis, ouais mais je veux faire comme machin, on s'en fout, tu vas économiser de l'argent, surtout la santé, c'est ça le plus important. J'ai jamais fumé de ma vie, j'ai déjà essayé, genre en 3ème, effectivement, voilà, petite confession. J'ai fumé, on m'a fait tiens tu veux fumer, j'ai fait plus jamais fumé de ma vie. Voilà, donc ni ça ni les autres substances, voilà. Après tu vas me dire ah c'est bien, t'essayes de te faire machin. Non mais déjà t'imagines les sous que j'ai économisé. J'ai économisé je sais pas combien d'euros ils sont les paquets de nos jours. Rien que ça déjà tu te dis c'est ne fume pas. Et la santé c'est horrible pour toi et tes proches parce que la fumée, et il y a des mecs aussi. Bref, non mais je vais digresser, mais parce que les gens pensent après oh non, j'ai pas fumé. Mais ça se sent. Vous comprenez pas un truc, c'est que vraiment l'odeur de la fumée, c'est horrible. La fumée est celle de l'autre substance qui est au niveau au-dessus. Les mecs, ils pensent qu'on les capte pas. Non, j'ai pas fumé. Toi, tu t'en rends pas compte parce que t'as le nez qui est bousillé, mais ça se sent de fou. Vraiment. Donc faites attention. Bon bref, j'ai digressé, mais c'est pas grave. C'est pour vous mettre... pour essayer de vous faire prendre conscience si vous fumez. Peut-être une cigarette de moins aujourd'hui que ce que vous fumiez d'habitude. Si imaginons vous fumiez un paquet là aujourd'hui, vous avez fumé 29 sur 30, j'aurais déjà gagné. Bref, allez, prochain thread. Au début des années 2000, un vendredi soir, Rick traîne avec un groupe de potes. Ils sont tous au lycée et détail important, ils ont tous grandi dans des familles chrétiennes très conservatrices. Donc ce soir-là, il n'y a ni alcool, ni substance, rien qui pourrait brouiller les souvenirs. Ils doivent se retrouver chez Jérémy pour regarder un film loué chez Blockbuster. Rick et un ami arrivent en voiture quelques minutes avant Jérémy et un autre pote. Au lieu d'entrer dans la maison, ils décident d'attendre dans le cul-de-sac garé tranquillement. Ils discutent, écoutent de la musique. Rick se souvient même avoir pensé que c'était mieux que d'aller faire la conversation aux parents de Jérémy à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Jérémy et l'autre ami arrivent. Mais au lieu de sortir de leur voiture
Pour rentrer, il monte directement à l'arrière de celle de Rick. Au début, il rigole parce que la situation est franchement bizarre. 4 mecs tassés dans une voiture au milieu d'un cul-de-sac, ça doit avoir l'air louche. Puis ils se mettent juste à parler et à rire. C'est cool, pas besoin de chuchoter, pas besoin de faire attention aux parents. Ils parlent sûrement de filles, de sport, de films, des trucs de lycéens. Au bout d'environ 1h30, il est déjà bien après minuit, une camionnette blanche arrive lentement et se gare dans l'allée du voisin de Jérémy. Là, l'ambiance change. Ils continuent à parler, mais tous les 4 observent la camionnette du coin de l'œil. Le conducteur reste à l'intérieur pendant 5 à 10 minutes. De là où ils sont, ils ne voient pas bien son visage, mais ils ne veulent pas sortir non plus, de peur qu'il les remarque. Et surtout, il y a ce truc implicite. Ils sentent qu'ils doivent comprendre qui est ce type et ce qu'il fait là. Finalement, l'homme sort. Il est seul, habillé en sombre. Un homme rasé de près, entre la trentaine et la quarantaine, cheveux foncés. Franchement, si Rick l'avait croisé à une station-service, il n'aurait rien trouvé d'anormal. Jérémy confirme qu'il ne l'a jamais vu et qu'il est sûr qu'il n'habite pas là. Le type reste debout à côté de sa camionnette. Il regarde droit dans leur direction. Les 4 se baissent dans la voiture pour ne pas être trop visibles, mais assez pour continuer à l'observer. Rick ne se sent pas en danger immédiat. Ils sont 4, tous grands, plus d'1m80 et à distance. Mais avec le recul, si le type avait eu une arme, ça aurait pu très mal finir. Au bout d'un moment, l'homme contourne l'avant de la camionnette et disparaît de leur champ de vision. Puis il le voit marcher dans l'allée sombre, monter les marches du perron de la maison. Et là, il s'arrête. Il ne frappe pas. Il ne sonne pas. Il reste immobile. Parfois, il se met sur la pointe des pieds pour essayer de voir à travers la petite vitre en haut de la porte. Ses mains sont vides. Pas d'armes visibles. Pas d'outils. L'ambiance dans la voiture passe de creepy mais presque marrant à est-ce qu'on va devoir appeler la police ou se battre. Rick se souvient que ça paraît interminable. Dans sa mémoire, le type reste 20 minutes sur le perron. Peut-être que c'était moins, mais c'était une durée absurde. Il se demande s'ils doivent klaxonner pour lui faire comprendre qu'il est observé ou appeler les flics. Avec le recul, Rick sait qu'ils auraient dû prévenir les parents de Jérémy ou la police. Mais ils ne font rien, ils restent là. Figé. Finalement, le type redescend calmement, retourne à sa camionnette, démarre et commence à reculer. Et là, dans leur grande sagesse, ils décident de le suivre. Phare éteint, décision unanime. Ils veulent s'assurer qu'il quitte le quartier. Ils roulent lentement, mais très vite il est évident qu'ils le suivent. Il est presque 1h du matin, il n'y a aucune autre voiture sur la route. Et en s'approchant de la sortie du quartier, la camionnette accélère. Leur conducteur accélère aussi. Le type accélère encore en arrivant sur la route principale. Rick et les autres s'arrêtent à la sortie du quartier. Ils attendent quelques minutes pour s'assurer qu'il ne fait pas demi-tour. Rick est soulagé de ne pas avoir continué plus loin. Il retourne chez Jérémy, encore plein d'adrénaline. Il parle d'eux à quel point c'était dingue. Il se gare au même endroit dans le cul-de-sac. En sortant de la voiture, Rick remarque un détail qui lui glace le sang. Ils sont garés juste sous un lampadaire, en pleine lumière. Pendant tout ce temps, il pensait être discret. En réalité, le type pouvait probablement les voir parfaitement depuis le début. Ils dorment mal, très mal. Toutes les 15 à 30 minutes, ils regardent par la fenêtre qui donne sur la maison du voisin pour vérifier que la camionnette ne revient pas. À leur connaissance, elle ne revient jamais. Ils restent éveillés jusqu'à au moins 4 heures du matin. Toute la nuit, ils bombardent Jérémy de questions. Il répète qu'il n'a jamais vu cet homme ni cette camionnette. Aucune chance qu'il habite là. Rick demande si ça pouvait être un membre de la famille du voisin. Jérémy répond non. Aujourd'hui, en repensant à tout ça, Rick est reconnaissant que la famille voisine n'ait pas été attaquée et que le type n'ait pas escaladé la situation malgré le fait qu'il l'observait et les suivit. C'est une rencontre extrêmement étrange, mais personne n'a été blessé. Rick regrette quand même de ne pas avoir appelé la police avec la description et la plaque d'immatriculation. D'ailleurs, il y a l'un d'eux qui l'avait noté quand même. Ce qui le frappe le plus aujourd'hui, c'est à quel point leur présence dehors ce soir-là était totalement aléatoire. Ils n'avaient jamais traîné comme ça dans une voiture auparavant et ils ne l'ont jamais refait après. Et en plus, chez Jérémy, chez qui Rick n'a dormi que 4 fois pendant toute sa scolarité. Même si la soirée était flippante, Rick est content qu'ils aient été là. Parce qu'il est terrifiant d'imaginer ce qui aurait pu se passer s'ils n'avaient pas été témoins. Et c'est comme ça que se termine ce thread. Ma foi, terrifiant, parce que je pense qu'il voulait passer à l'acte et qu'il s'est dit en fait non, je suis couillé. On refera ça demain. Allez, ciao. C'est un peu ça peut-être. Bref, prochain thread. Ça se passe il y a une vingtaine d'années, mais pour Lana, le souvenir est encore hyper vif. Aujourd'hui, elle a 40 ans, mais à l'époque, elle travaille seule dans un quartier un peu glauque de sa ville natale. Elle bosse dans un shop ouvert 24 heures sur 24 qui vend des vidéos pour adultes et des petits jouets.
Elle fait souvent les nuits, en général ça se passe plutôt bien. Parfois il y a des types bourrés qui débarquent du bar d'à côté, mais la plupart des clients restent corrects. Et puis un soir, après minuit, un homme rentre. Lana n'a jamais su lui donner un âge précis, il a l'air d'avoir 50 ans, mais en même temps peut-être 25, ou quelque chose entre les deux. En tout cas, impossible à situer. Il a exactement la même coupe que Johnny Depp dans ce film, Wonka horrible. Et il parle avec une voix aiguë bizarre, genre Michael Jackson en falsetto. Rien que ça lui donne la chair de poule. Le type lui demande d'appeler un taxi pour lui. Elle le fait, puis nerveusement, elle lui dit qu'il peut attendre dehors devant le magasin. Elle invente sûrement un truc du style « seuls les clients peuvent rester à l'intérieur ». Il l'ignore totalement. Il avance lentement dans le magasin, commence à traîner, à essayer de discuter avec elle. Dans sa tête, Lana se dit juste que ce mec est clairement sous l'emprise de quelque chose et qu'il va probablement l'écorcher pour porter sa peau comme un costume humain. Il se tient à côté du téléphone sur le comptoir, à moitié appuyé dessus. Elle continue de lui répéter que le taxi arrive d'une minute à l'autre. Il s'en fiche, il continue à poser des questions. Et là, il sort une phrase qui la marque encore aujourd'hui. « Est-ce que vous avez des petits chats ici ?» Elle répond « Non. » Et lui, « On m'a dit que je trouverais des petits chats ici. » À ce moment-là, si elle avait pu avoir un de ces objets vraiment très gros, elle aurait pu s'en servir comme d'une arme. Ou peut-être une bombe de lubrifiant pour improviser un spray au poivre. Elle l'aurait fait, ouais. Elle est seule, en pleine nuit, avec un type complètement dérangé, et là, miracle, un vrai ange entre dans le magasin. Un mec qui vient louer des petits DVD et des choses pour se faire plaisir. Lana saute sur l'occasion, elle l'accueille direct et dit bien fort « Oh, il faut que je vous parle de votre commande spéciale !» Le gars s'approche du comptoir un peu perdu et demande de quoi elle parle. Elle lui murmure discrètement « S'il vous plaît, restez ». Elle fait un petit signe de tête vers le type flippant qui est juste là, à leur sourire. Le client comprend et il joue le jeu. Et heureusement, le creepy finit par sortir attendre son taxi. Le sauveur demande à Lana si ça va et elle répond que oui. Il va regarder les rayons. Pour le remercier, elle lui offre une location gratuite. Encore aujourd'hui, quand Lana repense à cette nuit-là, elle entend encore la voix du type dans sa tête. Alors, possible tueur en série version Willy Wonka, ne nous rencontrons plus jamais. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en termes d'image et peut-être que voilà, mais le contexte, le lieu fait que c'est un petit peu bizarre. Ils ont le droit, de toute façon c'est pas interdit. Enfin, c'est interdit au moins de 18, clairement. Mais ouais, c'est bizarre parce qu'elle est seule, il est chelou quoi. Le gars, enfin il est chelou parce que le mec il fait ce qu'il veut. Dans ses magasins, ils font ce qu'ils veulent les gens, ils sont. Mais lui il vient pas pour ça. C'est ce qui est encore plus bizarre. C'est que justement il vient pas pour ça alors que c'est un magasin pour ça. Quand je dis ça vous comprenez. Je crois que là il a un grain le mec. Donc bizarre. Allez, prochain thread. Pour le contexte de mon histoire, c'était l'été dernier. J'étais adolescent, les cours allaient bientôt se terminer et je partais en vacances peu après. Mon frère devait se faire opérer et ce détail aura son importance plus tard. Tout a commencé un lundi, après une longue journée de cours. Je finis plus tôt que mes parents et mon frère, donc je rentre seul à la maison. J'étais content parce que ça voulait dire jeux vidéo à volonté. Je vais chercher les clés comme d'habitude et je remarque que l'abri de jardin est ouvert. Ce n'est pas normal, mais je me dis que quelqu'un a dû oublier de le fermer. Je prends donc les clés, j'arrive devant la porte de la maison et je l'ouvre. Mais je n'arrive pas à tourner la clé. La porte était déjà ouverte. Je précise qu'on ferme toujours la porte et que les oublis sont très rares. En plus de ça, les clés de la deuxième porte ne sont pas à leur place habituelle. Je comprends pas pourquoi elles ont changé de place. Je monte à l'étage et je m'installe. Mais je me sens mal à l'aise. Je fais beaucoup plus attention au bruit de la maison. Et ça m'angoisse. Le lendemain a été plus calme. Je ne dors pas à la maison parce que mon frère se fait opérer. Je dors chez un ami et avant de partir, je suis chargé de fermer les portes. Je fais bien attention à tout fermer correctement. Le jour suivant, je vais au football, puis je rentre le soir avant que mes parents ne reviennent de l'hôpital. Dès mon arrivée, j'ai un très mauvais pressentiment. Je suis anxieux, sans raison apparente, mais mon corps me dit clairement de ne pas entrer. Je reste figé en voyant que la porte est encore ouverte. Mes parents finissent par arriver. Je monte dans ma chambre et cette sensation oppressante ne me quitte pas. Je me fais à manger et je remarque que le grand couteau de cuisine n'est plus là. Je demande à ma mère et pendant quelques jours, elle ne le retrouve pas. Je dors très mal et je fais des crises d'angoisse. Chaque soir avant les vacances, quand je rentre à la maison, je prends un couteau avec moi. Je remarque aussi qu'il y a une odeur de cuir dans la maison. Je constate que la porte est presque toujours ouverte alors que ma mère me jure qu'elle l'a bien fermée chaque matin. Ces sensations continuent jusqu'aux vacances où nous partons dans le sud.
Là-bas, je me détends complètement, je passe les meilleures vacances de ma vie. En rentrant, j'avais presque déjà tout oublié ce qui s'était passé avant. Mais mes parents ont paniqué quand un voisin leur a dit qu'un inconnu rôdait dans le jardin. L'angoisse revient immédiatement et le grand couteau de cuisine réapparaît. Je le retrouve posé sur l'établi à l'extérieur. Personne ne l'y a mis. Je termine cette histoire en précisant qu'un soir, après avoir entendu quelqu'un courir dans le jardin, je n'ai plus jamais ressenti ces sensations désagréables, ni l'odeur de cuir. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Était-ce un squatteur, une personne très négligente, ou simplement de la paranoïa? Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread qui d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai fait à la première personne. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez un petit peu la première personne, parce que c'est vrai que normalement en ce moment, les threads sont plus à la troisième personne. Mais voilà. N'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse peut-être un petit truc, je pense. Ce qui peut être bien, c'est genre quand c'est un mec, je peux le faire. Quand c'est une meuf, je fais troisième personne. Voilà. Je pense que comme ça peut ne pas déranger les gens. Parce que je pense que, à mon avis, il y en a qui sont en mode, tu fais une fille, faire du première personne, c'est un peu bizarre pour s'imaginer. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, prochain thread. Alors, pour le contexte, Marlon a 26 ans. L'histoire se passe il y a une semaine à Cologne, en Allemagne, où il est invité chez un ami et collègue. Il est environ 20h, il rentre chez lui et s'assoit à un arrêt de bus pour attendre. Il est quasiment seul, il y a juste une femme assise de l'autre côté de l'arrêt. Sinon, personne. Au début, il ne lui prête aucune attention. Il est sur son téléphone, il discute avec ses amis par message. Les minutes passent, le bus n'arrive toujours pas. Il finit par ranger son téléphone. Et là, il commence à remarquer des trucs vraiment étranges. Le genre de truc qui te donne un malaise profond sans que tu saches trop pourquoi. La femme doit avoir la trentaine, très mince, robe noire, longue botte noire, un chapeau posé à côté d'elle. Déjà, visuellement, ça attire un peu l'œil, mais bon, rien d'exceptionnel. Ce qui le frappe, c'est sa peau, anormalement pâle, presque maladive. Surtout au niveau du visage, peut-être du maquillage, il se dit. Elle a aussi des cernes très marquées, soulignées de noir, mais le pire, ce sont ses yeux. Des yeux vides, vraiment vides, sans vie. Vitreux, et surtout la manière dont elle le regarde. C'est pas un regard normal, c'est pas un regard curieux, non, c'est un regard agressif, prédateur comme un python qui fixe une souris avant d'attaquer. Et en même temps elle sourit, un sourire bizarre, écœurant. Elle se lèche parfois les lèvres, elle fredonne doucement une mélodie, et ça dure plus de 10 minutes, sans interruption. Marlon n'a jamais ressenti un malaise pareil de toute sa vie. Il est complètement confus, il a envie de se lever et de partir en courant, mais en même temps, il veut pas avoir l'air idiot. Il a déjà attendu longtemps ce bus, il se dit que peut-être il exagère un peu. Vu de l'extérieur, ça paraît peut-être stupide, mais il n'arrive même pas à expliquer à quel point son regard est répugnant, terrifiant. Son visage devient carrément effrayant. Il le sent au fond de lui. Quelque chose ne va pas, ce n'est pas normal. Cette situation ne devrait même pas exister. Il a un pressentiment horrible, comme si ça ne pouvait mener à rien de bon. Elle ne lâche pas le contact visuel, jamais. Lui, il essaye de regarder ailleurs, sa montre, son téléphone, n'importe quoi. Il est hyper mal à l'aise, mais il tente quand même d'être poli. Il la salue, il lui fait un petit signe de la main, un peu maladroit. Elle continue de le fixer sans rien dire. Puis ça bascule. Son comportement passe de l'agressivité passive à une agressivité ouverte. Commence à respirer fort, à grincer des dents, à pousser des petits cris aigus. Et là, Marlon craque. Il se lève et il crie. S'il vous plaît, arrêtez. Il garde ses distances, il ne s'approche pas, il comprend qu'elle est probablement sous influence de substances ou qu'elle a de sérieux troubles mentaux. Et d'un coup, elle se calme. Elle marmonne pour la première fois. Je suis désolé. Ça le rassure un peu, elle arrête de le fixer. Il en profite pour envoyer un message à ses amis pour leur dire qu'il aura du retard. Et là, son cœur s'arrête. Elle pousse un énorme hurlement, un cri violent. Elle se lève d'un bond, elle s'approche de lui en murmurant des choses étranges en allemand. Marlon est complètement désorienté, il recule lentement, pas à pas, prêt à fuir et soudain, elle fonce sur lui. Elle se jette sur lui, elle s'accroche avec ses longs ongles pointus. Elle le griffe jusqu'au sang. Elle essaye de le mordre plusieurs fois. Elle lui déchire la chemise aux épaules. Là, ce n'est plus un malaise, c'est une question de survie. Il n'a pas le choix. Il la frappe entre les oreilles, il la repousse violemment. Il réussit à se dégager et à courir. Après quelques minutes, il atteint un petit magasin où il y a du monde. Il explique rapidement ce qui vient de se passer. Les gens lui conseillent d'appeler le 110, la police allemande, et il appelle. Un employé l'aide à désinfecter et soigner les griffures sur son bras. Il lui en est vraiment reconnaissant. Plus tard, il se rend au commissariat. Il montre ses blessures, ses cicatrices et il raconte tout.
Les policiers lui proposent de porter plainte pour que l'agresseuse soit poursuivie. Et il refuse. Il doit rentrer dans son pays 3 jours plus tard. Il n'a pas le temps pour les démarches administratives. À ce jour, il ne sait toujours pas qui était cette femme, ni pourquoi elle a agi comme ça. La seule leçon qu'il en tire, même si elle paraît banale, c'est simple. Ne sous-estime jamais le nombre de personnes instables autour de toi, surtout dans une grande ville, surtout quand tu es seul. Lui, c'est un adulte, il a pu se défendre, mais imagine si ça avait été un enfant ou une personne âgée. Il préfère ne même pas y penser. Ce n'est peut-être pas la chose la plus horrible qui puisse arriver dans une vie, mais c'est complètement fou, terrifiant et absurde. Et depuis ce jour-là, à l'étranger, ce sera taxi uniquement. Parce que franchement, il en peut plus des transports en commun. Et c'est comme ça que se termine ce thread. Je l'ai appelé la femme vampire, hein. Moi personnellement le thread, clairement là, elle me fait penser à ça. Voilà, donc j'espère qu'elle va être soignée pour ça, parce que là, clairement, il y a un problème. Oui, on a des vampires à Cologne. Voilà, c'est simple. Voilà, prochain thread. Cette histoire remonte à très longtemps. Donc Cléo ne se souvient pas parfaitement de chaque détail, mais elle sait que ça s'est vraiment passé. D'autant plus que d'autres personnes ont confirmé son récit avec le temps. À l'époque, Cléo est en CE1, elle demande à aller aux toilettes pendant la classe. L'enseignante accepte, elle marche jusqu'au bout du couloir, près de l'endroit qui donne sur les terrains de jeu. Et il faut savoir qu'à cette époque, l'école a déjà connu de vrais confinements à cause de dangers dans le quartier. Il y a un grand portail, toujours ouvert même quand l'école est fermée, à la limite du terrain de jeu, juste à côté de l'endroit où Cléo se rend. En arrivant près des toilettes, elle entend la voix d'un homme qui réprimande violemment quelqu'un. Il jure et il crie. C'est bizarre. Elle, c'est une petite fille, elle entre dans les toilettes des filles. Mais sur le moment, elle ne réfléchit pas vraiment. Elle est juste une gamine un peu naïve. Elle rentre. Et là, elle voit un homme assis dans la cabine du milieu. La porte est grande ouverte, il a un écouteur dans l'oreille. Il lève les yeux et la regarde. À cet instant précis, Cléo sait que quelque chose ne va pas. Son pantalon est baissé, sa main est appuyée fortement contre sa tête. Il a un regard complètement fou et il tend la main vers elle, comme pour l'attraper. Cléo recule immédiatement d'un bond. L'homme se rassoit sur les toilettes, les poings serrés. Puis après un moment, il la regarde encore avec une expression de rage. Il fait toute une série de gestes avec les mains en hurlant pour qu'elle sorte. Elle sort en courant, mais au lieu de partir complètement, elle reste près de la porte. Elle attend. Dans sa tête d'enfant, elle se dit qu'il a peut-être juste besoin d'intimité, qu'il est embarrassé, frustré de s'être fait surprendre avec la porte ouverte. Et puis elle a toujours besoin d'aller aux toilettes. Le temps passe, il ne sort toujours pas. Elle entend des jurons, des marmonnements de colère. Elle pourrait retourner en classe, mais à cet âge-là, Cléo a déjà développé une réaction de blocage face au stress. Elle reste figée. Finalement, une amie vient la chercher. Elle lui dit qu'elle est absente depuis trop longtemps. Cléo retourne en classe, même si elle a toujours envie d'aller aux toilettes. Elle réalise qu'elle est restée là-bas pendant environ une demi-heure. Quand l'enseignante lui demande ce qui s'est passé, Cléo raconte tout. Mais comme beaucoup d'enseignants irresponsables de cette école, l'adulte l'ignore. Elle lui dit qu'elle ment. Avec le temps, Cléo aurait pu penser qu'elle aurait imaginé la scène ou que c'était juste un homme ayant une mauvaise journée. Sauf que l'année suivante, quelque chose se produit. Une femme qu'elle n'a jamais vue vient lui parler de cet homme. Cléo lui raconte tout ce dont elle se souvient. Puis elle demande pourquoi elle vient seulement maintenant, 1 an plus tard, et la femme rit nerveusement. Elle explique que d'autres enfants, plus courageux, ont parlé de cet homme à leur enseignant. Donc non, ce n'était pas un incident isolé. Avec le recul, Cléo a la sensation que la situation était bien plus grave que ce que ses enseignants et même ses amis lui ont fait croire. Être professeur et ne pas croire les enfants, c'est quand même... Voilà, j'en dirai pas plus. Bref, le thread est assez dégueulasse pour ça. En tout cas, si vous voulez plus de threads d'horreur, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Si vous en voulez plus, je vous invite à voir cette vidéo qui est sortie mardi, thread Tinder, je pense que vous allez kiffer. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao les petits potes.